Merci d'être ici et merci aux personnes en Zoom aussi. Donc, je suis très contente d'être finalement arrivée en Guadeloupe après un record de nombre d'heures de vol. Donc, je vais parler du développement de la morphosyntaxe chez le jeune enfant. Alors, je voudrais savoir, vous entendez bien sur Zoom? Est-ce que quelqu'un pourrait être dans le chat ou... Oui, ça devrait aller. Oui. Parfaitement, on entend parfaitement. Oui, ok, d'accord, ce serait bien. Ok. Donc, d'abord, je voulais dire certaines diapos, enfin, les diapos sont à l'image des études présentées, c'est-à-dire qu'elles sont dans plusieurs langues. Mais j'ai essayé quand même de traduire en français la plupart des diapos. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du développement de la morphosyntaxe chez le jeune enfant. Et je vais parler aussi du fait que c'est très important d'avoir des comparaisons entre les langues et différents contextes d'acquisition pour arriver à comprendre les mécanismes sous-jacents. Alors, attendez. Non, pardon, c'est bon. Oui, ok. Donc, mes objectifs sont de démontrer l'importance de la comparaison entre les langues et aussi parler de nouvelles méthodologies qui examinent pas seulement la production langagière, mais aussi la compréhension du langage. Et aussi, dans le contexte de l'acquisition, l'importance de comprendre aussi ce qui se passe au niveau de caractériser les corpus de langue parlée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et tout ça, donc ces trois aspects permettent de comprendre ces trois perspectives. Avec ces trois perspectives, on arrive à mieux comprendre les mécanismes d'acquisition et d'avoir aussi des réponses un peu plus subtiles que les premiers débats théoriques l'ont été sur le développement des représentations de la grammaire chez les enfants. Donc, quand on regarde les premières études sur l'acquisition du langage chez le jeune enfant qui ont été effectuées dans la recherche anglo-saxonne. Donc, ça a commencé dans les années 70 avec les gens comme Brown et les De Villiers, etc. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait un enfant et on regardait les formes qu'il produisait. Et on regardait quand est-ce qu'il commençait à produire certaines formes, y compris de la grammaire. Et après, on regardait aussi est-ce que la productivité, c'est-à-dire que est-ce que l'enfant produisait, par exemple, le marqueur ing et dans les contextes qu'il fallait, après l'auxiliaire être et la marqueur du passé quand il voulait parler du passé, etc. Donc, les premières études ont été faites en faisant des études sur qu'est-ce que l'enfant produit et ce qu'on peut regarder et en essayant de tirer des conclusions de ce qui se passait au niveau, une fois qu'on analysait les données de l'enfant et les données de production. Et donc, par exemple, Brown a parlé pas seulement est-ce que l'enfant commence à produire certains morphèmes, mais aussi est-ce que l'enfant devient productif, c'est-à-dire est-ce que c'est une forme qui est analysée d'une certaine façon ou est-ce que c'est simplement… Donc lui, son critère, c'était acquis et c'était maîtrisé par l'enfant si dans 90% des contextes obligatoires, le morphème était produit. Donc, il y a eu dès le début des débats théoriques et la question du débat théorique, c'est avec le petit nuage là, c'est quelle est la représentation sous-jacente quand l'enfant il produit par exemple des phrases comme celle-ci. Et en fait, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a l'école qui s'est développée, donc les constructivistes, qui leur position, c'est que ce qui est très important, c'est le fait que l'enfant entend fréquemment certaines formes. Et ce n'est pas seulement la fréquence du morphème, mais c'est aussi la fréquence du morphème dans certains contextes syntaxiques et lexicaux. Okay. Donc, en fait, là, j'ai représenté ça par la maman qui répète plusieurs fois les mêmes mots. Okay. Donc là, ça veut dire que l'enfant, ce que j'ai essayé de représenter avec le nuage ici, c'est que l'enfant, il ne décompose pas le mot à ce niveau-là, encore, pas au début. Il faudrait qu'il soit exposé à beaucoup d'items, à beaucoup de mots qui se finissent en « ing » pour commencer à extraire les patterns, enfin les profils, les patterns morphologiques qui s'appliquent à la langue. Okay.
Et donc, il n'y a pas forcément, pour les constructivistes, il n'y a pas forcément une catégorie verbe dès le début, par exemple, ou dès le début de la production des premières phrases. Parce que je pense qu'il y a la catégorie verbe au début pour personne, mais est-ce qu'elle est là dès que l'enfant produit ses premières phrases ou pas, où il utilise ses morphèmes. Le contraste, ce sont les générativistes pour lesquels, dès que l'enfant entend ces formes, c'est déjà, donc j'ai essayé de représenter ça par la généralisation du fait que l'enfant n'a pas besoin d'exposition à beaucoup d'items pour généraliser. Et donc, c'est des vues différentes. Donc là, c'est l'enfant très vite classifie certains mots comme des verbes, par exemple, et va savoir qu'avec les verbes, on peut produire ce genre de morphèmes, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, en fait, pendant pas mal d'années, et j'aurais dû présenter une diapo là-dessus, mais en fait, tout ce qui était variation dialectale, donc il y avait des études qui comparaient plusieurs langues, mais pas tellement des études qui comparaient des variétés différentes de la même langue. Le travail sur l'enfant par rapport aux variétés dialectales, il a été commencé par les sociolinguistes, et c'est seulement récemment, avec des travaux de Chevreau sur le français, par exemple, les travaux de Newkirk et de Jana Outing sur le African American, que les psycholinguistes se sont aussi intéressés à la variation dialectale. Et la variation dialectale, ce qu'elle montre aussi, on va parler de ça, c'est que ce qui compte, c'est pas seulement la fréquence, c'est quelque chose, c'est un peu une mesure un peu grossière si on la définit pas. Donc c'est en fait, est-ce que c'est la fréquence des verbes qui, donc est-ce que c'est la fréquence du morphème ing, est-ce que c'est la fréquence du verbe qui prenne ing, la fréquence des classes, la fréquence de certains items, etc. Donc en fait, je pense que les études de comparaison linguistique, mais aussi de comparaison dialectale peuvent apporter, c'est mieux comprendre ce qui est important dans l'input, et qu'on va voir que ce n'est pas seulement la fréquence. J'espère vous persuader de ça, ou que c'est plus compliqué à définir que ça. Donc d'abord, 3 problèmes sur ces premières études dans l'acquisition. Évidemment, c'est toujours facile de dire que les premiers, ils se sont trompés parce qu'on vient après et on construit sur eux. Je viens de Rouen où on construit des cathédrales sur des périodes de 3 siècles. Donc, c'est toujours facile de dire que ceux d'avant ont fait moins bien. Mais ce qui manquait, c'était une caractérisation approfondie de la parole des adultes, y compris quand ils parlent aux enfants. Et je dis ça aussi aujourd'hui en Guadeloupe parce que je pense que c'est aussi ce qui manque aux études sur les langues dites créoles. On va en parler plus tard. Tant qu'on ne sait pas ce que les parents produisent, on ne peut pas dire grand-chose. Enfin, c'est difficile d'avoir des conclusions sur ce qui se passe chez l'enfant. Le focus exclusif, donc la méthodologie principale, c'était regarder la production de la parole spontanée. Mais comme vous le savez, parce que je sais que beaucoup d'entre vous viennent du domaine de l'éducation, quand on connaît une langue, on ne la produit pas seulement, on la comprend. Et la production met en jeu des principes au niveau de la production, de la phonétique, de la phonologie, etc., qui peut-être nous empêchent de voir tout ce dont l'enfant est capable. Donc, c'est aussi important de comprendre la compréhension. Et aussi, on en sait beaucoup plus aujourd'hui pour certaines langues. Donc, je pense avec le français et l'anglais, on est assez gâtés, mais et l'espagnol aussi. Mais encore une fois, on a des données qui nous manquent sur beaucoup d'autres langues. On en sait beaucoup plus sur le début de la perception de la parole chez l'enfant. On sait que les premières 2 années avant de produire avant de parler, l'enfant, quand il babille, etc., il est aussi en train de s'acclimater au système phonologique de la langue, y compris au système prosodique qui va lui donner des indices pour catégoriser des verbes, des noms, etc. Et ça, il y a plusieurs études de Gerken ou du labo de Thierry Nazy à Paris qui montrent que avant que l'enfant en parle, il y a déjà certaines catégories grammaticales qui sont établies par rapport à la perception de la parole. Donc, on en sait beaucoup plus à ce niveau-là sur certaines langues, et par contre, on a très, très peu de données sur beaucoup d'autres langues. Mais on voudrait avoir quand on veut expliquer l'acquisition, on voudrait avoir un ensemble cohérent au niveau
ce qu'on dit sur l'acquisition de la grammaire, ça ne devrait pas contredire ce qu'on dit sur l'acquisition de la perception de la parole plutôt, etc. Donc, je vais donc parler je vais me concentrer pour toutes les études que je vais présenter sur la dépendance sujet-verbe comme une espèce d'étude de cas en linguistique. Et j'ai décidé de partager avec vous aussi une toute première étude qui est une étude qui est plus très jeune maintenant, mais c'est une étude sur l'acquisition de l'accord sujet-verbe en langue des signes britannique. Donc, la langue des signes britannique n'a rien à voir avec la langue des signes américaine, simplement pour vous le dire au niveau historique. Et en fait, c'est une étude qui m'a aussi ouvert les yeux sur la complexité quand on regarde justement la caractéristique du langage adressé aux enfants. Après, on va parler de comment il y a eu de nouvelles méthodologies sur la compréhension du langage chez les jeunes enfants et comment on a utilisé ces méthodologies pour des études qu'on a effectuées donc, sur l'accord sujet-verbe en français, sur différentes variétés d'anglais et d'espagnol. Et je vais terminer avec la dépendance sujet-verbe en créole haïtien avec les sujets pronominaux, okay, les pronoms sujets. Et ça va conduire à quelques conclusions, mais aussi, j'espère, l'envie de continuer de faire plus d'études, etc. Donc, pourquoi la dépendance sujet-verbe? Parmi les constructions grammaticales, c'est une construction un peu fondamentale et c'est une étape importante dans l'acquisition. Elle a été, l'accord sujet-verbe, c'est une des constructions linguistiques qui a été beaucoup discutée dans l'acquisition. Il met en jeu le nombre et la personne du sujet. Il met en jeu différentes expressions, ça peut être des syntagmes nominaux, des pronoms forts ou des critiques, des pronoms très faibles comme en français, des marques d'accord, etc. Donc, il y a plusieurs expressions dans cette dépendance syntaxique. Alors, l'étude sur l'acquisition de l'accord dans la langue des signes britannique, j'espère ça va être un peu le début d'une fenêtre ouverte sur les caractéristiques, c'est-à-dire le linguistique, l'expression et les contraintes sémantiques et syntactiques des marques d'accord dans cette langue. Et aussi, ça va nous permettre de montrer que l'environnement linguistique joue un rôle et que cet environnement, il est quelquefois lié à la modalité d'une langue. Ok. Oups. Non. Okay. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir dans la langue des signes britannique, comme dans beaucoup de langues signées, il y a 3 catégories de verbes. Donc, il y a des verbes qui expriment où on est et le mouvement et qui utilisent l'espace topographique. Donc, ce sont des verbes un peu particuliers parce qu'en fait, ils utilisent l'espace du signage, je ne sais pas comment dire en français, l'espace du signage de façon topographique. Donc, dans ce sens, ils sont un peu exceptionnels comme classe de mots en langue des signes, dans les langues des signes. Il y a les verbes ordinaires qui marquent l'aspect, c'est-à-dire que si quelque chose est en train de se passer ou si ça a été terminé, etc. Et il y a une classe de verbes qui s'accorde et qui prend les marques d'aspect et d'accord du sujet. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de langues signées ont ces 3 types de verbes. Mais la langue des signes britannique, ça ne veut pas dire que les mêmes verbes appartiennent aux mêmes classes dans toutes les langues signées. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la langue des signes britannique, il y a des contraintes sémantiques et syntaxiques à cette classe de verbes. Donc, pour vous expliquer un peu plus, donc là, c'est le signe de elle lui demande, ou lui, dans ce cas-là, dans la langue des signes britannique, c'est plutôt traité comme un objet direct. Et en fait, le sujet et l'objet sont intégrés dans la forme de la main. Donc, ce n'est pas des pronoms détachés qui sont des pointages vers des personnes abstraites comme pour les verbes dits ordinaires. Je ne sais pas comment traduire plain. Donc, les contraintes sémantiques s'appliquent à ces verbes qui s'accordent en langue des signes britannique. Ils s'appliquent à des événements, pas à des états.
Donc, par exemple, des verbes comme pousser, taper, etc., demander. Il y a aussi des contrats syntaxiques, c'est-à-dire des verbes transitifs qui s'accompagnent d'un objet. Alors, vous avez remarqué que si on veut classifier la… Alors, c'est un sujet compliqué aussi, mais c'est important de savoir que… Donc, si vous voulez savoir s'il y a d'autres langues qui sont comme ça, où le marquage de l'accord est dépendant de l'aspect du verbe et des aspects sémantiques, il y a la langue georgienne qui marche comme ça. Ce qui est un peu particulier aussi aux langues signées, c'est qu'en fait, la morphologie, elle n'est pas linéaire. Donc, c'est une morphologie un peu, si on peut prendre une comparaison avec d'autres langues parlées, c'est plus comme les langues sémitiques que comme les langues comme le turc qui sont agglutinatives, etc. Même si souvent, les langues signées sont comparées aux langues agglutinatives, mais quand on regarde bien, ce n'est pas très approprié. Ok, donc c'était une étude de cas. Alors, je voulais simplement dire que cette étude de cas, en fait, elle a précédé on a fait ça dans les années 90, début des années 2000. Elle a précédé un travail plus important sur un plus large nombre de participants qui ont confirmé les résultats. Mais je vais vous parler de la toute première étude à laquelle j'ai participé. Donc, c'était une étude où on avait des enregistrements d'un enfant qui interagissait avec sa mère et ses frères et sœurs. Et donc, on avait plusieurs sessions. Ça a commencé quand l'enfant avait 1 an et 10 mois. On a arrêté quand il avait vers 3 ans. Et il est donc un de ces enfants qui est exposé à la langue des signes britannique comme première langue. Okay. Donc, il faut savoir aussi qu'avec les langues signées, la plupart des enfants sourds naissent de parents entendants, donc la plupart des enfants sourds ne sont pas forcément exposés à une langue signée de façon comme langue maternelle. Mais dans son cas, c'est une famille sourde, petite s et s avec une majuscule au niveau culturel. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on regarde le pourcentage de verbes par rapport au nombre d'énoncés, on voit qu'il y a très peu de verbes jusqu'à à peu près cette période-là. Et que là, il y a un nombre plus important de verbes, d'énoncés qui contiennent des verbes vers 2 ans, 9 mois. Et aussi, là, ce qu'on voit, c'est que on voit les verbes qui nécessitent cet accord, donc qui ne sont pas les verbes ordinaires ou les verbes de location ou de mouvement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au début, il omet les marques d'accord. Ensuite, il les produit quelquefois, mais pas souvent. Et là, donc on a ce qu'on a en plus de compter, on a aussi regardé est-ce qu'il produit le même verbe avec des marqueurs différents, des marqueurs de personnes différents, etc. Donc là, on a très peu d'évidence de productivité et là, on a une productivité beaucoup plus forte. Et donc, c'est les dernières séances d'enregistrement où on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'omissions. Et en fait, c'est relativement tard quand on pense à des langues qui sont relativement riches au niveau morphologique. Donc, ça nous a un peu interpellés. Donc, en fait, on s'est demandé quels sont justement, à quoi est-il exposé au niveau de comment sa mère s'adresse à lui. Et donc là, ce que je voulais, donc c'est cette contrainte de la modalité. Donc, en fait, si on regarde une forme avec l'accord, donc la forme de la main va indiquer et la direction va indiquer le sujet et l'objet. Et en fait, c'est un mouvement où la mère a besoin de l'attention visuelle de l'enfant et c'est pas très facile de retenir cette attention, surtout au début, quand l'enfant est petit. Alors que quand il y a du pointage comme des pronoms, où elle détache les marques de personnes, de sujets du verbe, et donc elle produit là une forme qui n'est pas grammaticale. Okay, donc elle fait pas. Donc quand on parle du langage adressé à l'enfant, il y a de nombreuses études qui montrent que même si les énoncés sont plus courts, même si les parents ne produisent pas tant que ça des énoncés agrammaticaux. Mais là, c'est comme si on utilisait la fin de finir pour le verbe chanter ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, mais elle fait ça parce que c'est plus facile de garder l'attention visuelle. Et avec les langues signées, il y a ce truc qui est vraiment différent des langues parlées, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit dans le champ visuel. Donc, en fait, il y a beaucoup moins d'opportunités. On ne peut pas être en train de faire sa vaisselle et parler et échanger avec son enfant. Ce n'est pas possible, ça.
dans les langues signées. Donc, il faut que la mère, elle capte l'attention visuelle. Donc, en fait, elle le fait ici. Donc, ce qu'on a vu, donc on a des enregistrements de cette mère quand elle produit ses verbes avec son fils, avec le plus jeune, parce qu'elle en a 4, on avait 4. Et en fait, elle produit ses formes quand elle s'adresse à l'enfant, mais elle ne produit jamais ces formes avec les adultes, elle produit que des formes qui sont marquées avec l'accord. Donc, on pense que c'est l'instabilité un peu, c'est le fait que la forme, elle n'est pas toujours produite, qui fait que peut-être l'enfant met un certain temps à aller produire ces formes. Donc, en fait, il y a beaucoup de... donc ça, c'est un paramètre. Donc il y a d'un côté la complexité du fait que les verbes qui prennent l'accord sont une certaine classe syntaxique et sémantique, mais il y a aussi l'instabilité de la production de la mère qui fait que peut-être ça prend du temps à être produit par l'enfant. Donc la variabilité, c'est un défi. Okay. Oui, vas-y. Oui, si tu... Oui. Non, j'étais en train de réfléchir à ça et d'essayer de mettre en parallèle le baby talk, le foreign talk. Ouais, alors il y a un truc qui est très spécifique et qui rejoint un peu ça. Donc en fait, si vous travaillez sur je ne sais pas si vous avez travaillé sur la langue signée, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'anglais signé ou le français signé. C'est-à-dire que en fait, les gens qui sont des signeurs natifs interagissent très souvent avec des gens qui ne savent pas signer ou des gens qui ont appris à signer très tard, et ils font ce qu'on appelle, ils reproduisent l'ordre des mots de la langue parlée, moins les marqueurs morphologiques. Et donc, en fait, elle fait un peu ça aussi, là. Donc, en fait, c'est ce que ferait une personne, c'est ce que pourrait faire une personne qui signe avec quelqu'un qui n'est pas très compétent dans la langue. Et en fait, il y a beaucoup de... je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de... Donc, dans ce sens-là, aussi, on peut... Enfin, pour certains, comme... son nom m'échappe. Mais pour plusieurs personnes, il y a beaucoup de caractéristiques des langues signées qui sont comme les langues dites créoles dans ce sens-là. Non, mais je suis surtout en train de penser à, justement, dans la formation des créoles, il avait mis en avant cette idée que, effectivement, les colonisateurs de l'Amérique, ils parlaient en foreign talk. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus marquées, qui ne soient pas nécessairement je ne sais pas quelle langue que c'est. Oui, où il n'y a pas tout au niveau morphologique. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on fait de manière générale quand on vient de parler à quelqu'un qui ne comprend pas la langue. On essaie de... Oui, il y en a qui parlent plus fort. Alors, ça marche pas. Oui, il parle plus fort, ça marche pas. Ben, surtout là, ça ne marche pas avec les sourds. Il va dire, vous savez pas sourd. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi que souvent, on fait tomber. On va faire un petit... Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple. C'est ça ce que je veux dire. Ouais. Et je pense que c'est là où il y a eu cette espèce de confusion des études créoles avec cette idée de simplification. Enfin, d'un point de vue cognitif, on ne veut pas simplifier ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Je ne veux pas simplifier le russe parce que je ne parle pas le russe. Mais je peux simplifier le créole mauricien parce que je le parle. Donc, pour la personne qui m'entend, limite, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement... Oui, non, mais je pense que c'est un peu... Et je pense que parce que les signeurs ont très l'habitude d'interagir avec des gens qui ne sont pas... Enfin, si on regarde, il y a plus de gens qui apprennent les langues signées comme apprenants tardifs que de signeurs natifs. Donc, on est aussi dans un truc intéressant au niveau de la distribution. Donc, ils sont très habitués à... Oui, par exemple, les programmes comme
baby sign et tout ça, ben, en fait, il n'y a pas de marqueur morphologique. C'est pas d'une langue signée. Et c'est ce qu'ils disent aux parents de signer des mots isolés, etc. Mais c'est un peu ce qu'elle, oui, c'est un peu ce qu'elle fait là. Sauf qu'elle, enfin, elle produit des pronoms qui existent, mais pour d'autres verbes. C'est le même processus qu'elle mettrait en place, justement en s'adressant à des signaux négatifs. Alors, on l'a pas, parce qu'on l'a fait post-hoc, mais je pense que ce serait un peu ça. Ce serait un peu ça, ouais. Je pense, ouais. Mais à vérifier. Donc, on voit, il y a les facteurs linguistiques qui jouent dans ce processus d'acquisition. Et il y a aussi ces facteurs qui sont liés à la modalité. Donc, elle préfère produire quelque chose de grammatical qui n'est pas typique chez les parents. Mais en même temps, ça lui permet de garder l'attention de l'enfant. Donc, c'est possible que ça ait des effets sur l'âge d'acquisition. Donc là, moi, ça m'a interpellée par rapport à tous les facteurs qu'il faut qu'on prenne en compte quand on regarde justement l'acquisition, mais aussi l'input. Donc, on a effectué d'autres études sur différentes langues parlées. On s'est concentré… Oui, vas-y. Non. Avant que tu passes à l'étude, est-ce que les proportions des différentes classes de pardon, à cause du… Ou il faut que je répète la question. Ouais, non, mais à cause du Zoom, pour les Zoomiens. Je disais, est-ce que les proportions des différentes classes de verbes sont similaires et leur fréquence est similaire? Est-ce que les fréquents… alors, j'ai pas la réponse directe, mais ce sont quand même des… Tu vois, c'est des verbes transitifs, éventifs, donc c'est des verbes assez courants. Mais on a dû faire le compte des différents types de verbes. Donc, par exemple… on a une autre étude sur les verbes de mouvement et de location. Et eux, ils ont une autre complication qui est avec l'histoire des classifieurs. Donc, en fait, ils sont aussi… ça dépend de leur complexité par rapport à ce qu'ils expriment. Et par contre, on n'a pas tellement regardé les verbes ordinaires. Mais ce serait à regarder. Mais c'est je ne sais pas si on peut retourner vers ce corpus, quoi qu'il ait été complètement transcrit et annoté, mais c'est compliqué. C'est vraiment une vieille étude. Mais oui, ce serait bien de regarder. Mais enfin, a priori, parce que ce sont des verbes éventifs, ce n'est pas des verbes qui sont… enfin, ce n'est pas des verbes sur les états psychologiques, etc. Donc, ce n'est pas des verbes que les enfants entendent tard. Avec la connaissance, comme tu disais qu'effectivement, dans toute langue des signes, on a ces trois types de verbes. À ta connaissance, est-ce que c'est des choses qui sont faites par les mamans pour les alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois groupes de verbes existent dans beaucoup des langues signées qui ont été étudiées, parce qu'on n'a pas… Enfin, c'est pareil, toutes les langues signées ne sont pas également étudiées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas dans toutes les… Donc, par exemple… je sais que la langue des signes israélienne, le groupe de verbes qui s'accordent, ce n'est pas un groupe cohérent au niveau syntaxique et sémantique. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la langue des signes britannique. Par contre, je pense que, il me semble, mon intuition, ce serait que si c'est pour garder l'attention visuelle de l'enfant, ça doit se passer dans les autres langues, je pense. À moins que cette mère soit… donc ça, c'est toujours le point avec des études de cas, mais je ne crois pas que c'est son 4e enfant. Je crois pas que… Et ses enfants sont de très bons signes. Donc, je ne pense pas qu'elle fasse quelque chose qui soit extraordinaire par rapport à ça. Ils sont à l'école. Comment ils sont à l'école? Ils sont dans une école signée parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Oui, non. Donc en Angleterre, il y en a quelques-unes et il y en a d'ailleurs, il y a un des enfants qui fait des études de linguistique maintenant. Ah oui, oui, non, je peux pas en dire plus sur la famille parce qu'après, je vais en dire trop. Ouais, mais en fait, oui, j'étais dans… Et en fait, ce sont des enfants qui ont été très performants au niveau de la lecture aussi. Donc l'école où ils
ils voulaient pas les laisser partir parce qu'en fait, c'est pas toujours le cas des enfants. Hein. Mais c'était vraiment une famille culturellement et linguistiquement. Ok, donc je vais passer à différentes langues parlées cette fois, et on va parler de la compréhension, et on va aussi en même temps, enfin à chaque fois, je vais essayer d'en dire un peu sur quelles sont les caractéristiques de la parole de l'adulte. Donc, ce qu'on voit par rapport à différentes langues qui ont été étudiées par différents groupes, que ce soit le portugais bélizien, le tchèque, le hollandais, le farsi, le xhosa, qui est une langue bantoue. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est que ce qui a été un peu surprenant ces dernières années, c'est qu'on a l'impression que la production vient plutôt que la compréhension. Donc, ça a été un peu une surprise. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de la connexion Internet, donc je ne sais pas. Ah oui, non, pour le Zoom, oui. Oui, pardon. Excusez, je vous prie de m'excuser. Donc oui, c'est un peu surprenant, c'est le fait qu'à part le hollandais, on a le même âge de compréhension et de production. Quand on regarde, donc la plupart des études ont porté sur les accords de la troisième personne sujet-verbe, parce que tester les autres, c'est un peu plus compliqué, on peut en parler. Et en fait, même le xhosa, qui est riche au niveau morphologique, il semble qu'il y a une grosse différence entre l'âge à laquelle ces morphèmes semblent productifs, la production, et l'âge auquel ils sont compris. Voilà. Et donc aussi la variation sur laquelle je vais revenir plus tard avec les différentes variétés d'anglais, et on va voir pourquoi. Donc MAE, c'est Mainstream American English, donc c'est l'anglais standard entre guillemets, et AAE, c'est African American English, White Working Class English, Middle Class English, and Southern White English. Donc toutes ces variétés d'anglais où la production et la compréhension de l'accord a lieu à différents âges. Okay, donc, on va revenir plus en détail sur l'anglais plus tard. Ce que je vais présenter maintenant, ma présupposition de départ, c'est que les mêmes traits linguistiques ont les mêmes effets, que ce soit sur l'acquisition de différentes langues ou sur différentes variétés de la même langue. Si c'est quelque chose de complexe au niveau entre les langues, ça doit être complexe de la même façon quand il s'agit de différences entre variétés. Et aussi, on adopte donc cette approche qu'on appelle multidimensionnelle avec mes collègues. Donc, la plupart de ces études ont été effectuées en collaboration avec Géraldine Legendre de Johns Hopkins et Thierry Nazi de Paris, qui devait être ici, mais malheureusement, sa maman ne va pas bien. Et donc, on a effectué des études expérimentales de la compréhension, et on a aussi accompagné ces études d'analyse de corpus et afin de comprendre ces principes sous-jacents à l'expression de l'accord, à la distribution des traits linguistiques pertinents qui expliquent l'acquisition. Okay. Donc, nos objectifs, c'est identifier les facteurs qui impactent l'acquisition, et on va regarder 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le créole haïtien. Et pour l'anglais et l'espagnol, on va voir qu'on a des données sur plusieurs variétés. Et en fait, j'ai des données sur plusieurs variétés de créole haïtien, mais mes dernières données n'ont pas été analysées. Donc je n'en présenterai qu'une variété. Donc, la procédure expérimentale, c'est un appariement entre des phrases et des vidéos. Donc, en fait, les enfants ont une phase d'habituation aux vidéos. On les habitue à ces 2 vidéos. Donc, si vous regardez, vous voyez un petit peu que là, il y a qu'un enfant qui a l'air de faire quelque chose. Et dans ce cas, c'est l'illustration de HT. Et là, il y a les 2 enfants qui font l'action en même temps. Et l'enfant entend la phrase et il doit choisir à quelle vidéo la phrase correspond. Et là, c'est la même chose avec... ça, c'est le singulier pour dormir. Et là, les 2 enfants... Alors, si vous vous demandez pourquoi vous faites singulier et pluriel et pourquoi vous avez 2 enfants sur les 2 vidéos,
Bon, la raison, c'est qu'en fait, on n'est pas intéressé à ce que l'enfant comprend le singulier et le pluriel, mais s'il comprend que le sujet est singulier ou pluriel. Donc, ce serait trop facile de leur donner un enfant sur une vidéo et 2 enfants sur l'autre. Il suffirait de… Là, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent la différence entre… ils comprennent que ce dont on parle, c'est du sujet, donc qui est en train de produire l'action, enfin qui est l'instigateur de l'action. Et aussi, c'est pour empêcher que d'un point de vue psychologique, visuel, etc., c'est toujours plus, on est presque automatiquement attiré vers une vidéo où il y a 2 enfants par rapport à 1, donc ce serait encore plus différent au niveau visuel que ça l'est déjà quand il y a un enfant qui effectue une action pendant que l'autre le… Donc là, dans les 2 cas, sur la gauche, vous avez l'action au singulier et sur la droite, l'action au pluriel. Alors, je voulais dire qu'on fait de notre mieux, mais à New York, c'est extrêmement compliqué. J'adorerais si quelqu'un pouvait me faire des dessins animés où on pouvait changer l'ethnicité des enfants, parce qu'en fait, bon, c'est assez facile quand on va en Haïti et dire « Ok, ça, c'est les bonnes vidéos », mais par contre… par exemple, on a fait cette étude sur le russe et notre meilleure locutrice de russe, c'est en fait une petite fille noire, quoi. Donc, en fait, on n'arrive jamais à voir exactement… Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour refaire les vidéos avec des enfants qui correspondent aux enfants qu'on va tester, mais on n'est pas toujours. Donc, ce serait vraiment bien si quelqu'un pouvait faire des vidéos animées, mais c'est parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces vidéos. Mais ce que je voulais te dire, Béatrice, toi qui t'intéresses à l'aspect tout ça, donc on a toutes ces vidéos, elles peuvent être utilisées pour dans d'autres buts, parce qu'on peut les arrêter, on peut les vidéos pour les enfants haïtiens, on a aussi des vidéos avec 2 filles, donc on en a beaucoup, donc on peut les utiliser pour dans d'autres buts, entre parenthèses. Donc, une autre similarité dans la procédure, il y a un seul indice pour le nombre dans tous nos stimuli. Donc, par exemple, ici, on choisit un verbe qui commence avec une fricative. Donc, on ne sait pas très bien si the boy, c'est pluriel ou singulier. Donc, il faut faire attention à la fin du verbe pour avoir la réponse. Okay. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a plusieurs contextes syntaxiques. Comment? Non, mais c'est pas ce que c'est que le fricatif. Ah, ok, la fricative, donc c'est le S là. Donc c'est difficile de savoir si avant sleep, on entend the boy ou the boys. Donc en fait, pour savoir si c'est singulier ou pluriel, on doit faire attention à la fin du verbe. On a regardé l'espagnol, mexicain et dominicain, et je vais parler pourquoi de c'est important. Et là, on a des constructions en prodrop. Donc, en fait, il n'y a que la marque d'accord. En français, on n'utilise que les verbes qui commencent par des voyelles et dont la terminaison ne change pas. Donc, le seul indice de singulier ou pluriel, c'est le « L » par rapport au « the ». Alors, je ne sais pas comment… donc, c'est « il embrasse » par rapport à « ils embrassent ». Alors, on a beaucoup de discussions avec Thierry qui est de Marseille, s'il faut dire « ils embrassent » ou « ils embrassent ». Mais moi, du nord de la France, je dis « ils embrassent », je ne dis pas souvent « ils embrassent ». Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait que le « the », quoi. On ne fait pas le… Vous faites le « L », vous? Oui, mais vous êtes du sud de la France, non? Non? Comment? De Lorraine? Ah bon? Alors, mon pari est perdu. Je crois que c'était les gens du sud qui avaient une tendance à prononcer plus de… Enfin bon. Mais toujours est-il que nous, après une bataille très importante… Ça dépend de la rapidité. Et puis du degré de formalité aussi. Ouais, donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le… Ouais, mais c'est là où je pense que même certains accents du Sud, ils ont tendance à prononcer… Enfin, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous, on l'a fait comme ça. Le truc, c'est que les 3/4 des… Ce serait intéressant de regarder sur les corpus, mais je ne sais pas… Oui, à part, il n'y a qu'un corpus sur la parole de l'enfant français de Lyon, d'ailleurs, le corpus que Desmousses et tout ça avaient constitué. Donc là, il y a des transcriptions phonétiques.
Donc, peut-être il faudrait regarder, mais nous, c'était avant que ce corpus-là existe, je crois, ou au même moment qu'il est en train de se faire, et on n'a pas fait… C'est là aussi on voit l'importance d'étudier la façon dont les parents parlent. Oui, non, ça c'est clair, oui. Et j'ai créé ça en phonétique aussi parce que je ne veux pas que les gens s'imaginent, je sais, à l'écrit, il y a des terminaisons différentes. Et alors, je fais surtout ça quand… je sais que vous le savez parce que vous êtes francophone, mais quand on présente ça aux anglophones, ils ont le souvenir de leur classe de français où tout à la fin est différent à l'écrit, mais en fait, à l'oral, c'est pas ce que l'enfant entend, quoi. Donc, il y a aucune… Donc, c'est pour ça que j'aime pas mettre l'orthographe en français. Oui. Vous voulez que je répète la question? Oui. Est-ce que le fait qu'il y a une différence à la parole anglais, alors, le fait que la différence, ce qui va maintenir en fait le courriel se trouve sur la fin du verbe, en français, on l'a mis sur la liaison, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. Donc, en fait, les facteurs, on va reparler de ça à la fin, c'est ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui facilite l'acquisition. Et en fait, dans le système français, je sais qu'il y a des gens qui ont une drôle de conception du français, qui pensent que le français est très riche au niveau de la morphologie des suffixes des verbes, mais en fait, le français n'est pas très riche, les 3/4 des formes sont les mêmes, c'est simplement au niveau du clitique en français parlé familier, même s'il y a un syntaxe de nominal, le clitique, il est là. Et ça, on a ces données. Donc, par exemple, il y a la thésarde de Géraldine, Jennifer Carlbesson, qui a fait cette étude où 99,9% des sujets syntagmes nominaux en français sont suivis par un clitique faible, un clitique. Donc, il n'y a pas, comme on ne l'écrit pas l'homme il va dormir, mais on dit il va dormir, on ne dit pas l'homme va dormir à l'oral. Enfin, on ne dit pas. Les gens, quand ils parlent de façon familière, n'ont pas que le syntagme nominal, ils ont forcément le sujet critique. Mais oui, c'est volontaire le fait que pour certaines langues, on a les marqueurs à la fin du mot, et dans d'autres langues, on les a au début du mot. Donc là, par exemple, en haïtien, la marque du nombre aussi, on a choisi de regarder les pronoms. Et ce qui nous a intéressé avec l'haïtien, c'est le fait que il y a ces formes pleines et ces formes contractées. Et que, donc, ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec le haïtien, alors je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, une d'entre vous le parle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait… La troisième personne en guadeloupéen, non. Le ni, c'est tu as un i. Oui, et pas dans ce sens avec la l'oral. Il n'y a pas le en qui devient a des fois. Non. C'est le pronom personnel en anglais, ça peut être moi. Donc, le en, il n'y a pas que dans la position sujet, il y a dans la position objet. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est très intéressant. Oui. Et donc, ce qui nous a… Pardon, oui. Mais justement, en français, il va y avoir la marque sur la fin. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que davantage des choses se ressemblent quand ça peut se ressembler, parce qu'en français aussi, on peut avoir la marque. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a très peu de changements au niveau de la fin. Il parle au pluriel et il parle au singulier, c'est pas Oui, donc, ok, donc on a… oui. Ben oui et non, parce que d'abord, en fait, on a fait les suffixes irréguliers. Je ne vais pas les présenter aujourd'hui, mais on les a fait en fait. Et d'abord, les verbes, donc c'est ils répondent, ce sont des verbes, c'est
une classe morphophonologique encore plus limitée que celle-ci. Donc, celle-ci est limitée déjà. Oui. Oui, non, mais c'est aussi parce qu'on voulait regarder les facteurs différents et aussi parce que, alors, c'est aussi une question de, c'est un peu un débat théorique sur le français. Si on croit que les marques d'accord en français, au français oral, hein, je parle bien du français oral parce que moi, je crois que le français écrit, c'est notre grammaire. Donc, le français oral, en fait, ce sont les critiques qui marquent l'accord pour moi. Donc, c'est une position théorique par rapport au… C'est pas, c'est pas que les suffixes n'ont aucune importance, mais c'est comme une sous-classe d'accord pour moi, les suffixes en français. Alors qu'en anglais, la règle, elle est générale pour… vous prenez n'importe quel verbe qui commence par une voyelle en français, c'est ce qui va se passer. Alors que la terminaison dont vous parlez, il y a plein de sous-types. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a répondre, il y a prendre, prenne, il y a, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de sous-types différents. Donc, on voulait quelque chose qui est productif, mais qui n'est pas forcément fréquent. Ce dont vous parlez n'est ni fréquent ni productif. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas de similarité entre, au niveau de la position. Mais ce qui est similaire, c'est qu'on a un système relativement productif, bien que, et tous les deux, hein, le troisième personne singulier, c'est pas très fréquent en anglais. Hein, donc, les verbes français qui sont en troisième groupe ont au moins 70 différents pratiques, où il y a un seul verbe. Alors que 80% des verbes sont dans le premier groupe et ils ont trouvé le seul contraste qu'on peut entendre dans le premier groupe, c'est un contraste phonologique, dans espérer, espère, et devient être. Mais après, il n'y a pas de terme. Vraiment que dans le troisième groupe, il y a beaucoup de papiers, mais il y en a, il n'y a pas un seul verbe, comme le verbe, le verbe aller. Et puis, il y en a d'autres, il y en a un, deux, et après, la fréquence relative de tout ça ne sont pas les mêmes. Je crois que j'ai… Une fois que les verbes apparaissent, pas toutes les formes. Oui, non, mais en plus, attendez. Ouais, donc, regardez, Fabiola, j'ai des chiffres là, j'ai des chiffres. Attends, non, je n'ai pas les chiffres. Ah, non, ce n'est pas les bons chiffres. Attends. Non, ça, ce n'est pas les bons chiffres, pardon. Qu'est-ce que tu regardais? Non. Elle dit qu'elle est impressionnée par les indices. Ah, ok. Non, là, c'est pas ce qu'on a regardé. Non, ok. Donc, on a ça dans le papier sur lequel on a regardé les suffixes. Et oui, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que c'est les trois quarts des verbes. Donc là, c'est autre chose. Là, c'est dans les études de corpus, combien on a… Oui. Alors, en diapo, ouais, ok. Mais je peux… Okay, attendez, parce que je vais continuer. Après, on va revenir sur ces questions, si ça ne vous dérange pas, parce que… J'ai plein de trucs. Non, mais c'est des questions avant. Non, mais c'est très bien. Ok. Non, mais moi, j'aime bien. Hein. Ok. Donc, voilà. Donc, en fait, oui, c'est ça. Donc, en fait, on a choisi ces verbes parce que, oui, c'est une classe qui n'est pas forcément fréquente, mais c'est productif. Et le contraste part par le sujet critique. Alors que, oui, dans cette classe-là qu'on a aussi testée, c'est une beaucoup plus petite classe. Et celle-ci, il n'y a pas de distinction. Donc, pour cette personne, pour le contraste entre le… Et aussi, là, ce qu'on a… Alors, ce que j'ai pas… ce qui sera différent, en fait, avec l'haïtien, c'est qu'avec l'haïtien aussi, on a une marque qui est préverbale, comme avec le français. Mais ce qui est différent, c'est que la liaison, elle n'est pas obligatoire. Et on va voir, on a fait des études de corpus sur justement, est-ce que la liaison, elle n'est pas si fréquente que ça, en fait. Ça nous a surpris.
Donc, en fait, voilà. Donc, c'est une autre… donc, là, on a 2 langues où c'est suffixal et 2 langues où c'est préverbal. Et on va revenir là-dessus parce que ça fait partie des facteurs qui nous intéressent. Donc, on a exposé les enfants à des verbes familiers. Et quand je dis verbes familiers, en fait, on avait plus de stimuli que le nombre de verbes auxquels les enfants étaient exposés. Et on choisissait les verbes par rapport à ce que les parents nous disaient que les enfants connaissaient comme verbe. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'était pas de tester la compréhension du verbe, mais la compréhension de l'accord. Okay. Et donc, là, on voit qu'ils embrassent un objet très bizarre, mais en fait, c'est un non-mot, le dernier mot. C'était pour ne pas leur donner d'indice sur si on avait mis le nounours ici et la poupée ici, ils auraient pu et donc, la première étude qu'on a faite, on l'a faite avec des enfants de 2 ans et des enfants de 2 ans et demi, avec le même nombre de filles et de garçons. Donc, les verbes, c'était accrocher, aligner, apporter, arrêter, attacher, attraper, embrasser, enlever, essuyer et ouvrir. Et en fait, on a fait alors, c'était ce qu'on faisait des 24 mois. Et on ne peut pas leur demander de toucher ou de pointer. Donc, on a fait un paradigme où on regarde le temps qu'ils regardent une vidéo. Donc, ça s'appelle le Preferential Looking Paradigm. Le truc, maintenant, ça a été remplacé par le eye tracking. Et merci beaucoup, parce que c'était très long, très laborieux pour traiter des données, parce qu'en fait, il fallait compter le nombre de secondes que l'enfant regardait l'image. Donc là, on voit qu'entre la phase où on expose l'enfant de vidéo et la phase où il entend le stimuli, il n'y a aucune différence. Donc, il n'y a pas d'indication de compréhension à 24 mois. Mais par contre, on voit qu'à 30 mois, il y a une différence significative entre quand l'enfant regarde les 2 vidéos et après qu'il a entendu la phrase. Et c'est vrai pour le singulier et le pluriel. On a refait cette étude avec une tâche de pointage qui est plus facile à traiter. Et aussi parce qu'on savait qu'on voulait faire sous d'autres langues et que ce processus de preferential looking, quelquefois, il est compliqué. Et à 30 mois, on peut demander aux enfants de pointer. Et on a obtenu le même résultat. Pardon, ça devrait dire familier, pas familier. Donc, on voit qu'on a évidence de compréhension à 30, mais pas à 24 mois. C'est entre 2 éléments dépendants qui sont adjacents, le critique et le verbe. On a une liaison, un suffixe. Alors, la question, et on voit qu'ils comprennent le singulier et le pluriel. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ordinateur portable qui ne veut plus faire d'espace. Donc, il y a des trucs bizarres sur mes diapos. Donc, la question, c'était est-ce que cette compréhension de l'accord, est-ce que c'est un principe général ou est-ce que c'est simplement sur les verbes que les enfants connaissent? Donc, on a fait ce que Jean Berko-Gleason avait fait dans les années 70, je crois, c'est ça, où la fameuse expérience où elle expose les enfants à une espèce d'animal qui ressemble à un oiseau un peu, et elle dit « This is a wag », et après elle en met 2 devant les enfants, et elle demande « What are these ?» and « These are two », et on pense que les enfants, s'ils connaissent la marque du pluriel, ils vont dire « wax ». Donc là, on utilise cette procédure de mots inventés. Et en fait, on a pris on a pris 2 parties de verbes qui existent. Donc, vous pouvez voir accrumer, alloucher, à passer, à râper, à rouver. Et plus on les dit, plus outasser. On a l'impression que c'était faire. Et on les a, la même chose, ils ont été précédés du critique, sujet, et après d'un déterminant et d'un nom. Et nos enfants, donc c'était des enfants différents. On avait 20 monolingues, 11 garçons, 13 filles. Ils ont été recrutés à Paris. Et aussi, au niveau linguistique, on fait remplir un questionnaire aux parents. Donc, ils étaient comparables à nos premiers groupes d'enfants. Et en fait, on a aussi une différence significative entre la phase d'entraînement et la phase expérimentale pour le singulier et le pluriel, et y compris quand on calcule les résultats de 2 façons différentes, ce résultat-là prend plus en
en considération le nombre de fois que les enfants choisissent une certaine image, donc, au lieu des réponses totales. Okay, donc, mais dans les deux cas, on a en évidence de compréhension de singulier et du pluriel. Donc, en fait, il semble que ce soit un principe productif, puisque les enfants arrivent à l'appliquer même à des verbes qui n'existent pas. Donc, l'intérêt de faire des verbes inventés, c'est que les enfants n'y ont pas été exposés. Et ça ne veut pas dire qu'ils comprennent quelque chose à ce que les verbes veulent dire, mais au moins, ils comprennent si c'est singulier ou pluriel. Je ne vais pas parler que du français, parce qu'il y a d'autres langues intéressantes, mais on a aussi regardé si cette dépendance syntaxique entre le sujet et le verbe, est-ce qu'elle est très abstraite pour les enfants. Et en fait, donc là, parce que ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est une marque qui est adjacente au verbe, donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de pas très abstrait? Et là, donc ça a été une question que Janet Dinfodor m'avait posée. Donc on a fait l'expé et donc en fait, on a regardé si les enfants préféraient alors il y a plusieurs conditions ici, et c'était une tâche de préférence. Donc ça, c'est le clown et le garçon, ils apportent le VIP. Par rapport à le clown et le garçon, ils apportent le VIP, où on a une pause ici qui rend la phrase agrammaticale. Okay. La même chose ici, donc le clown et garçon, le clown et le garçon, il apporte le VIP, c'est grammatical. Le clown et le garçon, il apporte le VIP. Donc là, ça va mieux. Okay. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à 30... donc on a testé les enfants avec le headphone. Donc là, c'est une procédure qui est utilisée en perception pour comprendre la préférence de l'enfant. Donc, si vous voulez, par rapport au langage adulte, c'est le plus proche qu'on puisse faire d'un jugement de grammaticalité. On ne peut pas demander à des enfants de 2 ans ou de 2 ans et demi, est-ce que pour toi c'est grammatical? Je ne suis pas sûre qu'on puisse le demander aux adultes aussi, on peut en parler, mais ça, c'est donc qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et en fait, il semble que, donc on a testé les 18 mois, 24 mois et 30 mois, et à 24 mois et 30 mois, ils préfèrent les phrases grammaticales. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de sensibilité par rapport à cet accord qui n'est pas seulement, c'est pas seulement avec les formes, les marqueurs adjacents, etc. OK. Donc, on doit parler autre chose que pas seulement du français. Donc, on va passer à l'anglais maintenant. Et d'autres questions sur le... Donc, comme je vous dis, on a un papier. Je pourrais vous donner les références parce qu'on a du papier sur les suffixes, on a le papier... enfin, la plupart, tout ça, ça a été publié. Donc, ça, vous pouvez... oui. Est-ce qu'il y a des surgénéralisations des enfants dans les contextes où ben, en fait, alors, en français, donc au niveau de la production, il y a eu des études sur les groupes nominaux et les groupes verbaux. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'erreurs au niveau des groupes verbaux que des groupes nominaux. Ce que je trouve intéressant aussi, parce que quand on regarde comment enfin, ce que je connais du créole haïtien, et c'est peut-être la même chose en guadeloupéen, il me semble qu'il ne s'est pas passé la même chose avec l'emprunt des... Donc, par exemple, avec le nom, le déterminant est justement, oui. Ouais. Je pensais à ça parce qu'effectivement, il y a... tu vas voir les marques de liaison qui vont apparaître, par exemple, sur des mots qui ne sont pas français. Oui, donc en fait, oui. Visiblement, parce que les auteurs reconnaissent que ce sont des mots et dépendant des stratégies. Oui, alors, mais liaisons qui arrivent là et qui n'ont rien à voir là.
Oui, alors le truc, c'est qu'en fait, je crois qu'on n'a pas regardé en détail. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en français, donc vous savez, vous êtes prof, on a les enfants qui écrivent le navion, le nours au lieu de l'ours, machin. Donc, au niveau du nom, on sait que pendant longtemps, il y a cette instabilité au niveau de la représentation phonologique de ces noms qui commencent par des voyelles et il y a quelquefois le déterminant, le bon, le mauvais, le ours, le nours, le machin qui est collé. Voilà. Au niveau du verbe, ça arrive beaucoup moins, mais moi, je crois que ce qu'on n'a pas regardé encore assez, c'est le fait que les verbes, il n'y a pas seulement les critiques sujets qui les précèdent. En français, il y a beaucoup de critiques objets. Donc, en fait, il y a plus de variabilité, je pense, au niveau de ce qui précède le… Peut-être il y a plus de variabilité par rapport à ce qui précède le verbe que les verbes en… Et après, moi, quand j'avais fait ma thèse sur l'acquisition des réfléchis, et en fait, ce n'est pas toujours facile de savoir s'il y a un « ce » qui est là et qui ne devrait pas être là parce que ça pourrait être un pronom. Enfin, donc, je pense qu'on n'a pas assez regardé ça. Parce qu'en français, tu peux avoir le critique objet, enfin, tu peux avoir le lui, le en, le i. Le en, le i n'ont pas du tout été regardés au niveau de l'acquisition. Tu peux avoir plein de choses avant le verbe, enfin, plein de ces critiques, donc, mais des critiques objets. Donc, voilà. Donc, je pense que peut-être ça rend le verbe, je ne sais pas comment dire, moi. Peut-être plus facile à… Je sais pas, je ne veux pas me prononcer, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'erreurs sur les verbes, je ne sais pas. Ouais. Ah, pardon, s'ils ont des questions, oui, oui, excusez-nous. Est-ce que vous avez des questions? Merci de me rappeler. Pour l'instant, sur le français. Après, on va passer à l'anglais, à l'espagnol et à l'haïtien. La parole est à… C'est Elisabeth? Ah, ça c'est vous. La parole est à vous. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant? Je crois qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Est-ce qu'il me reste environ une petite dizaine de minutes avant qu'on mette le… Ah, ok. Oula. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de le faire. Donc, en anglais, ce qui est intéressant, c'est que l'anglais n'a pas l'air intéressant parce que… Ok, non, mais si, parce que ça nous conduit. Voilà. Elle n'est pas assez fatiguée, ça. Oui. Par exemple, en français, j'observe des généralisations. Pour moi, c'est positif. Souvent, les parents, ceux qui ont la réalité, notamment sur le temps. Ils sont en test. Et du coup, les parents… Oui, c'est une phase. Oui. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que justement, les généralisations, quand les anglophones en ont parlé, elles arrivent beaucoup plus tôt en anglais, mais parce que les groupes sont beaucoup plus homogènes, alors qu'en français, ça vient plus tard. Mais oui, c'est une bonne… oui, moi, c'est ce que je dis à mes orthophonistes. Non. Et les enfants dysphasiques ne font pas ça. Donc, ça montre bien que passer par une phase de surgénéralisation, c'est… Donc, donc l'anglais peut sembler ennuyeux parce qu'en fait, il n'est pas très riche au niveau de la morphologie verbale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette énorme… en fait, il y a très peu de variétés d'anglais où, comme l'anglais, ce qu'on va appeler le mainstream American English, le general American English, alors peu importe que je ne sais pas de quel clanquant les gens veulent être et je commence à m'ennuyer de comment on appelle ça, mais c'est donc cet anglais courant que beaucoup d'Américains parlent, qui est l'anglais le proche de la langue standard, qui n'est pas exactement la langue standard, mais c'est cet anglais qui est proche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette variation, c'est-à-dire qu'en mainstream American English, the boy sleep est grammatical, alors que seulement the boy sleeps, alors que dans beaucoup de variétés d'anglais, y compris African American English, l'anglais jamaïcain, ce qui s'appelle le Chicano English et d'autres variétés d'anglais, les deux formes sont grammaticales. Les deux formes sont possibles. Et on voit que c'est un morphème qui est acquis relativement tard. Donc là, c'est
Brown 1973 un peu mise à jour au niveau des âges. Donc, on voit que c'est tard par rapport au Ing, par exemple, etc. Okay, donc, donc, il y a eu plusieurs études qui ont regardé. Donc, aussi, il y a des différences, pas forcément sur les verbes réguliers, mais sur d'autres verbes, même entre les classes sociales. C'est pas les Blancs qui parlent mainstream American English le produisent tout le temps et l'African American English est là. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu en ce moment aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de travaux sur l'African American English, mais souvent sur des communautés très ségrégées. Donc, par exemple, en Louisiane ou au Connecticut, donc c'est pas une ségrégation légale, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que les 3/4 des enfants noirs vont dans une école, les 3/4 des enfants blancs vont dans une autre école, l'école blanche a un niveau de classe moyenne, l'école noire, c'est beaucoup plus bas. Et après, on fait une étude et voilà quoi. Mais en fait, moi, je vis à New York et c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, on a des enfants qui sont beaucoup plus mélangés au niveau ethnique dans les écoles. Alors moi, à New York, je fais mes études que dans les... Donc, aux États-Unis, il n'y a pas de maternelle subventionnée pour tout le monde, mais quand les maternelles sont subventionnées, c'est pour les enfants de milieux relativement pauvres. Donc, en fait, tous mes enfants, moi, dans mes études, à New York, sont des enfants d'origine de ces milieux-là. Donc, au moins, on contrôle le niveau socio-économique. Et on va voir que ce n'est pas aussi simple que de variété. Donc en fait, voilà, on a regardé ces formes. On a des données sur 26 enfants, donc ça a été interrompu à cause de la Covid. Et en fait, ces enfants, on leur fait passer un screening qui s'appelle The Dialectal Evaluation of Language Variety. Ça veut dire l'évaluation diagnostique de la variété de langue que l'enfant parle. Donc, on fait répéter à l'enfant plusieurs mots avec des phonèmes qui ne sont pas dits de la même façon dans les deux variétés. Donc, on expose l'enfant au mainstream American English, au fricatif. Donc, c'est le the et le the, qui en African American English deviennent ou des plosives ou d'autres fricatives. On leur montre aussi, on fait aussi une tâche d'élicitation. Donc, par exemple, on leur donne the two girls, here the two girls ride horses, but the boy. Et alors, on s'attend à ce qu'ils produisent ou ride ou rides. Et la même chose avec les auxiliaires, etc. Et à partir de ça, les enfants obtiennent un score composite qui permet de distinguer entre ceux qui sont en train d'acquérir le mainstream American English, ceux qui acquièrent une variété qui est entre les deux et d'autres qui acquièrent une variété qui est très différente de la mainstream American English. Mais par contre, il ne nous permet pas de faire la différence entre différentes variétés exactes d'anglais. Et donc, on a exposé ces enfants à ces structures, c'est-à-dire le verbe à la fin, où c'est le suffixe et le dernier son de la phrase, ou alors c'est suivi par la phrase prépositionnelle ou par un adverbe. Et ce qu'on voit, alors la troisième condition, on l'a rajoutée après, on avait pas assez d'enfants avec strong variation. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que c'est seulement les enfants qui sont en train d'acquérir mainstream American English qui comprennent ces formes dans tous les contextes syntaxiques. Alors que les autres enfants, c'est beaucoup moins et dans beaucoup moins de contextes. Et en fait, quand on regarde leur production, donc ça, c'est leur production de la troisième personne du singulier sur les verbes réguliers, on voit que c'est complètement différent pour ces deux groupes d'enfants. Et par contre, il y a un peu plus de production de has and does not, qui sont des verbes aussi de la troisième personne singulier, mais différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux groupes-là ne sont pas si différents au niveau de la production, mais ils sont un peu différents au niveau de la compréhension. Si on regarde ici. Ouais. Okay. Et donc, on voit les différences. Donc, je vais terminer très, très vite. Donc, en fait, ces différences, elles ne sont pas très surprenantes si on regarde l'input ou donc, les enfants qui sont exposés à strong variation, ils n'entendent le marqueur que 30% du temps, ou 30%, dans 30% des contextes obligatoires, alors que c'est autour de 90% dans les autres variétés. Okay. Alors maintenant, je voulais vraiment je vais passer l'espagnol.
Donc, en haïtien, ce qu'on voit, donc on a testé les 5 conditions. On a testé 5. Donc, ce que je vais simplement dire sur l'espagnol, c'est qu'on a un peu le même effet quand on regarde l'espagnol dominicain et mexicain, où en dominicain, on n'entend pas la différence tellement entre les deux à cause de contraintes phonologiques qui font que les consonnes sont souvent pas prononcées à la fin des mots, un peu comme l'espagnol andalou. Donc, en fait, on a un effet aussi de ça quand on regarde l'espagnol dominicain. Alors, quand on regarde l'haïtien, donc là, on voit que, alors c'est un peu compliqué, mais on a exposé les enfants à différentes formes des pronoms et on voit que la seule forme qu'ils comprennent, c'est la forme pleine. Donc, et on voit aussi qu'il y a donc ça, c'est on voit que évidemment, plus ils sont vieux, plus ils comprennent, mais ils ont tendance à comprendre les formes pleines plus que les formes contractées. Désolée. Aussi, en haïtien, on a des meilleurs résultats sur les verbes qui commencent par des consonnes, mais ça, ce n'est pas complètement surprenant parce qu'il y a plus de verbes qui consonnent par les consonnes. On a des meilleurs résultats sur les intransitifs que les transitifs, j'ai mis à l'envers, et aussi donc les formes pleines que contractées. Et on a des meilleurs résultats sur le proclitique que l'enclitique. Donc le proclitique, c'est quand ça s'attache, c'est pas la même attache au niveau phonologique. Et là, c'est les données. Donc, c'est des exemples de ce que disent les enfants. Désolée. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu au niveau des caractéristiques linguistiques. Il y a si la langue permet l'absence de sujet, si l'accord est exprimé avec un pronom fort, un clitique syntaxique. Alors, en haïtien, bien qu'il y ait les contractions phonologiques, il se comporte comme un pronom fort. Ces pronoms se comportent comme des pronoms forts. On voit qu'il y a le rôle de c'est pas très clair qu'il y a un rôle de la position, puisque en français et en haïtien, ça précède le verbe, mais c'est compris beaucoup plus tard en haïtien qu'en français. Les pronoms haïtiens sont compris beaucoup plus tard que les critiques en français. Mais on voit aussi que est-ce que la resyllabification joue un rôle? Elle est optionnelle en haïtien alors qu'elle est obligatoire en français, donc peut-être qu'elle facilite. La transparence sémantique, donc ça c'est le the en français, il est très transparent au niveau sémantique, c'est-à-dire que quand on fait, donc là c'est de ça que, donc quand on regarde les contextes pluriels en français où le mot commence par un the, c'est presque jamais le début d'un mot, c'est une marque de pluriel. À part zèbre et zoo, mais le reste. Alors que, par exemple, le singulier est moins transparent. Donc, c'est ça que... Et la même chose, donc quand on regarde... est-ce qu'il y a une... quand on regarde aussi, c'est un peu la même chose quand on regarde les mots qui commencent par ye ou le en créole haïtien, donc c'est pas forcément très clair s'ils sont singuliers ou pluriels, etc. C'est pas la même transparence. Voilà. Donc il y a la transparence sémantique. Est-ce que la forme est stable dans le sens de est-ce que on peut prédire la forme? Donc, on a vu qu'en African American English, en espagnol dominicain, quelquefois, le marqueur est ouvert, quelquefois, il n'est pas ouvert. Et en haïtien, la forme n'est pas prédictible dans le sens où on ne sait pas si on va avoir la contraction ou pas. Et en fait, dans ces contextes où ce n'est pas prédictible, il semble que ça prend plus longtemps à être acquis. Donc, je ne sais pas qui peut dire que African American English ou la créole haïtien sont plus faciles à apprendre que d'autres langues, parce que quand on regarde au niveau de l'enfant, ce n'est pas le cas avec ces formes instables. Et aussi, on doit regarder quelle est la fréquence dans l'input et quels sont les indices qui sont là dans l'input. Donc voilà. Je suis désolée pour... Et je voulais dire que je n'ai pas fait ces études toute seule. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi. En plus de Thierry et Géraldine, on a beaucoup de chance d'abord d'avoir eu des subventions de NSF et de l'ANR et aussi
le travail des étudiants, y compris des locuteurs natifs de ces langues et de ces variétés. Merci. Alors, est-ce qu'on peut, avant que M. Guéniz n'arrive, avant qu'il n'arrive, est-ce que sur le Zoom, est-ce qu'il y aurait des personnes parmi vous qui auraient des questions à adresser à Mme Barrière? Désolée pour la fin un peu rapide. Ah, bah, t'as plus de temps que moi. Non, pas de question. Pas de question. Merci. Mais écoutez, nous vous remercions en tout cas pour votre attention. Nous remercions une nouvelle fois Madame Isabelle Barrière pour son exposé, sa présence, sa qualité de ses explications. Nous remercions également les linguistes présents. Présents en masse, vous l'aurez compris, au sein de la salle à l'INSPE, ce qui fait qu'effectivement, durant la présentation, il y avait déjà une phase d'échange. Voilà, donc voilà. Et nous remercions aussi Madame Béatrice Jeannot pour cette proposition de séminaire. Merci. Merci. Ok. Ah oui, c'est technique. Alors, ma mère, elle comprend toujours pas ce que je fais.